Tout commence au début de l'année 2026, dans un contexte international déjà tendu. À Washington, Donald Trump, redevenu central dans le jeu politique américain, multiplie les déclarations offensives sur le commerce international. Mais cette fois, sa cible n'est ni la Chine, ni le Mexique. Elle est beaucoup plus inattendue, l'Europe. Le 17 janvier 2026, lors d'une prise de parole publique, Trump évoque une possibilité qui provoque immédiatement des réactions à Bruxelles et dans plusieurs capitales européennes. Il menace d'imposer des droits de douane pouvant aller jusqu'à 25% sur certains produits européens. La justification avancée surprend autant qu'elle inquiète. Le refus du Danemark d'ouvrir toute discussion sur le Groenland. Pour Trump, le message est clair. Selon lui, les États-Unis assument depuis des décennies un rôle majeur dans la sécurité du continent européen, notamment à travers l'OTAN. En retour, Washington estime avoir un droit de regard sur des territoires qu'il juge stratégiques pour sa propre sécurité nationale. Le Groenland, vaste territoire arctique sous souveraineté danoise, devient alors un point de crispation. Ce n'est pourtant pas la première fois que Trump s'intéresse à cette île. En 2019, déjà, durant son premier mandat, il avait évoqué publiquement l'idée d'acheter le Groenland, provoquant l'irritation du Danemark et l'incompréhension de nombreux alliés. À l'époque, l'affaire avait été tournée en dérision. En 2026, le ton change. Il ne s'agit plus d'une proposition symbolique, mais d'une pression économique directe. La menace de sanctions commerciales marque un tournant. Elle transforme une question géopolitique en un rapport de force assumé. Trump ne parle plus seulement de coopération ou de partenariat, mais de conséquences concrètes si l'Europe persiste dans son refus. Pour de nombreux observateurs, c'est un signal fort. Les relations transatlantiques entrent dans une phase plus brutale, plus transactionnelle. En Europe, la réaction est immédiate. Les dirigeants dénoncent une méthode jugée inacceptable entre alliés historiques. Mais le mal est fait. Pour la première fois depuis longtemps, un président américain brandit ouvertement l'arme commerciale contre des pays européens, non pas pour des raisons économiques classiques, mais pour forcer une concession territoriale indirecte. Ainsi, en quelques déclarations, Donald Trump ravive une question fondamentale. L'alliance entre les États-Unis et l'Europe repose-t-elle encore sur des valeurs communes ou uniquement sur des intérêts négociables? Ce fait déclencheur ouvre une séquence diplomatique lourde de conséquences dont l'issue reste encore incertaine. Pour comprendre la portée de la menace de Donald Trump, il faut d'abord s'arrêter sur un territoire longtemps resté en marge de l'actualité internationale, le Groenland. Immense île glacée de l'Arctique, peu peuplée, mais stratégiquement essentielle. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis y maintiennent une présence militaire, notamment à la base de Thulé, devenue au fil des décennies un élément clé de leur dispositif de défense dans le Grand Nord. Dès les années 1950, le Groenland s'imposait déjà comme un avant-poste stratégique face à l'Union soviétique. Mais au XXe et XIe siècle, son importance change de nature. Le réchauffement climatique ouvre progressivement de nouvelles routes maritimes dans l'Arctique, tandis que les sous-sols groenlandais attirent l'attention pour leurs ressources minières rares, indispensables aux technologies modernes. Dans ce contexte, la compétition entre grandes puissances s'intensifie. C'est dans cette logique que Donald Trump s'intéresse ouvertement au Groenland. En 2019, lorsqu'il évoque pour la première fois l'idée d'un rachat, le Danemark refuse catégoriquement. L'affaire est alors perçue comme une provocation. Mais en 2026, le décor a changé. La rivalité avec la Russie et la Chine s'est accrue et l'Arctique est devenu un théâtre stratégique majeur. Pour Washington, le Groenland n'est plus une option lointaine, mais un enjeu de sécurité nationale. Face à cette pression, l'Europe se retrouve dans une position délicate. Le Danemark, en tant que puissance souveraine sur le territoire, maintient son refus. Mais derrière Copenhague, c'est toute l'Union européenne qui se sent visée. Pour la première fois depuis longtemps, un allié historique utilise la menace économique comme levier politique contre des partenaires européens. Les réactions ne tardent pas. À Paris, Emmanuel Macron rappelle publiquement que la souveraineté des États européens n'est pas négociable et que l'Europe ne peut accepter une logique de contrainte entre alliés. Il insiste sur la nécessité pour l'Europe de parler d'une seule voix et de défendre ses intérêts stratégiques, y compris face à Washington. À Bruxelles, le malaise est palpable. L'Union européenne dépend encore largement des États-Unis pour sa sécurité militaire, notamment à travers l'OTAN. Mais sur le plan économique et politique, elle refuse d'être traitée comme un simple partenaire subordonné. Cette crise révèle alors une contradiction profonde. Comment être allié sans être soumis? La pression américaine met également en lumière les divisions internes de l'Europe. Certains États appellent à une réponse ferme, d'autres
privilégie l'apaisement pour préserver la relation transatlantique. Cette hésitation affaiblit la position européenne et renforce l'impression que l'Union peine à s'imposer comme un acteur souverain à part entière. Ainsi, le dossier du Groenland dépasse largement la question d'un territoire arctique. Il devient le symbole d'un rapport de force nouveau où les États-Unis n'hésitent plus à tester la résistance de leurs alliés. Pour l'Europe, cette séquence agit comme un révélateur brutal. L'alliance transatlantique existe toujours, mais elle est désormais traversée par des tensions profondes, où la loyauté n'exclut plus la contrainte. Et derrière cette confrontation, une interrogation persiste. L'Europe est-elle prête à assumer pleinement sa souveraineté face à un allié qui n'hésite plus à employer la pression pour obtenir ce qu'il veut ? Pour mesurer la portée de la crise ouverte autour du Groenland, il faut revenir à l'histoire de l'Alliance transatlantique. Depuis 1945, les relations entre l'Europe occidentale et les États-Unis reposaient sur un socle solide. Sécurité collective, coopération économique et défense commune face aux grandes menaces. En 1949, la création de l'OTAN consacrait cette alliance, présentée comme indéfectible. Pendant des décennies, malgré des désaccords ponctuels, cette relation semblait aller de soi. Mais à partir des années 2010, des fissures apparaissaient. En 2016, l'élection de Donald Trump marquait un tournant. Pour la première fois, un président américain assumait publiquement une vision transactionnelle des alliances. Les partenariats n'étaient plus fondés sur des valeurs, mais sur un calcul coût des bénéfices. Dès 2017, Trump remettait en cause le fonctionnement de l'OTAN, accusant plusieurs pays européens de ne pas payer leur juste part pour leur propre sécurité. En 2018, lors du sommet de Bruxelles, il allait jusqu'à menacer implicitement de réduire l'engagement américain si les dépenses militaires européennes n'augmentaient pas. L'alliance existait toujours, mais elle devenait conditionnelle. La crise du Groenland en 2026 s'inscrit dans cette continuité. La différence majeure réside dans la méthode. Cette fois, Trump ne se contente plus de critiques verbales. Il brandit l'arme commerciale. En menaçant d'imposer des droits de douane de 25% sur des produits européens, il transforme un désaccord stratégique en sanctions économiques potentielles. Le message est clair, la loyauté des alliés n'est plus acquise, elle se négocie. Cette stratégie n'est pas nouvelle. Déjà, en 2018, les États-Unis imposaient des taxes sur l'acier et l'aluminium européen, invoquant des raisons de sécurité nationale. En 2020, d'autres tensions apparaissaient autour de l'aéronautique et du numérique. À chaque fois, le commerce devenait un outil de pression diplomatique. Mais avec le dossier du Groenland, le procédé franchit un seuil symbolique. Il ne s'agit plus de corriger un déséquilibre commercial, mais d'obtenir une concession politique indirecte. Pour l'Europe, le choc est profond. Être menacé économiquement par un rival est une chose. L'être par un allié historique en est une autre. Cette situation oblige les dirigeants européens à regarder une réalité longtemps évitée. L'alliance transatlantique n'est plus fondée sur une solidarité automatique, mais sur des rapports de force. Dans plusieurs capitales, le débat s'intensifie. Faut-il répondre par des contre-sanctions ? Faut-il préserver la relation à tout prix ? En 2026, ces questions restent sans réponse claire. Les divisions internes de l'Union européenne compliquent toute réaction unifiée. Certains États plaident pour la fermeté, d'autres redoutent une escalade qui affaiblirait encore davantage le lien avec Washington. Ainsi, à travers la menace de Trump, c'est toute une époque qui semble toucher à sa fin. L'alliance transatlantique n'a pas disparu, mais elle s'est transformée. Elle n'est plus un cadre rassurant, mais un terrain de négociation permanente, où la puissance économique devient une arme au même titre que la force militaire. Et dans ce nouveau paysage, une question centrale se pose, si même les alliances historiques peuvent être soumises à la pression et au chantage économique, quel avenir reste-t-il au multilatéralisme et au partenariat fondé sur la confiance? À mesure que la crise prenait de l'ampleur, une question devenait inévitable. L'Europe est-elle réellement en capacité de résister à une pression américaine assumée? Derrière les déclarations fermes et les rappels au respect de la souveraineté, la réalité apparaissait plus complexe. Depuis des décennies, le continent européen s'est construit dans une forme de confort stratégique, reposant largement sur la protection militaire des États-Unis. En 2026, cette dépendance refaisait surface avec brutalité. Sur le plan militaire, l'OTAN restait le pilier central de la sécurité européenne. Sur le plan économique, l'Europe disposait d'un poids considérable, mais peinait à l'utiliser de manière unifiée. Chaque État membre évaluait la crise à l'aune de ses propres intérêts, révélant des fractures internes anciennes. Certains dirigeants appelaient à une réponse ferme face aux menaces de sanctions, estimant que céder créerait un précédent dangereux. D'autres plaidaient pour la prudence, redoutant une escalade commerciale qui fragiliserait encore davantage des économies déjà sous pression.
Cette hésitation donnait l'image d'une Europe consciente de l'enjeu, mais encore incertaine de sa capacité à agir seule. Dans ce contexte, la crise du Groenland prenait une dimension symbolique. Elle ne portait plus uniquement sur un territoire arctique ou sur des droits de douane. Elle posait une question fondamentale. L'Europe est-elle un acteur souverain ou un partenaire dépendant contraint de composer avec la volonté des grandes puissances? Au fil des semaines, une évidence s'imposait. L'époque où l'alliance transatlantique fonctionnait sur la base d'une confiance implicite semblait révolue. Désormais, chaque relation était soumise à des rapports de force explicites, où l'économie devenait un instrument de pression assumé. En conclusion, la menace de Donald Trump envers l'Europe ne marque pas nécessairement la fin de l'alliance transatlantique, mais elle en révèle la transformation profonde. Ce qui était autrefois une relation fondée sur des valeurs communes se rapproche désormais d'un partenariat conditionnel, négocié dossier par dossier. La question centrale reste donc ouverte. L'Europe saura-t-elle transformer cette crise en déclencheur de souveraineté? Ou continuera-t-elle à subir les secousses d'un monde où la puissance dicte de plus en plus le droit? C'est dans la réponse à cette question que se jouera l'avenir réel de la relation entre l'Europe et les États-Unis.